Bonjour ou bonsoir téléspectatrices, téléspectateurs, auditrices, auditeurs et internautes. Heureuse de vous retrouver pour ce 27e numéro de votre émission littéraire Préface. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir une autrice, une jeune femme, engagée dans de nombreux domaines, une chef d'entreprise, une maman, avec un parcours de vie riche et inspirant. Elle vient de publier son premier recueil de poèmes. Avant de vous annoncer de qui il s'agit, un peu d'histoire. Dans la Caraïbe, qu'il s'agisse de pays indépendants ou dépendants, les femmes ont pris et continuent de prendre leur place dans tout ou presque tous les domaines de la vie. Dans le domaine politique, par exemple, elles occupent des postes clés de dirigeantes, comme à la Barbade avec Sandra Mason, qui est devenue la première présidente de cette nouvelle république. Dans le monde professionnel, elles investissent de nombreux champs, notamment dans la création d'entreprises qui changent notre quotidien. On peut citer Rachel Lolia avec ses Typopéis qui offrent une alimentation 100% locale aux tout-petits. La littérature n'échappe pas à la présence des femmes. Marie Scondé a écrit un essai qui s'intitule « La parole des femmes ». Dans cet essai, Marie Scondé s'appuie sur les œuvres de quelques romancières des Caraïbes afin d'analyser leur manière de présenter la société, les mœurs et les femmes antillaises. À travers les romans de Simone Schwarzbart, Michel Lacrozille, Suzanne Lacascade, Marie Chauvet et bien d'autres, Marie Scondé tente à démontrer que les récits dessinent les contours d'une réalité culturelle, sociale et politique. Ces propos sont tirés du site La Page Ébène. On observe que certaines thématiques sont récurrentes dans ces récits. L'enfance, c'est le cas de Télumé dans Pluie et vent sur Télumé Miracle de Simone Schwarzbart. L'âge adulte avec le rapport aux hommes, à l'amour et à la maternité. Et enfin, la vieillesse, avec des références au surnaturel, à la mort, à la religion et à une philosophie de vie. L'autrice que nous recevons est une poétesse. Elle livre un regard personnel, voire intime, sur la vie et les diverses expériences que celle-ci nous amène à vivre. Cette poétesse, c'est Axelle Collangean, qui a écrit le recueil au titre fort qui suscite de nombreuses réflexions, Femme totale, paru en septembre 2022 et publié aux éditions Negmaron. Bonsoir Axelle, ou bonjour Axelle. Bonsoir Laure. Alors, merci de cette belle présentation et j'adore la façon dont tu dis le titre de Forme Totale. Merci beaucoup. En tout cas, je suis très heureuse de te recevoir. Tu sais que c'est une chose à laquelle je tenais beaucoup parce que j'ai beaucoup aimé ce recueil. Mais alors, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, qui est Axelle Collangean? Waouh, la question à 1 million d'euros. Tout à fait. J'aime beaucoup à me définir comme, bien évidemment, une caribéenne. Cette idée de la citoyenneté caribéenne me tient à cœur. Bien évidemment, je suis originaire du Nord Grande-Terre, en Guadeloupe, mais je me sens un petit peu partout chez moi dans la Caraïbe. Je suis maman de 2 garçons, Erwan et Adriane, mais je suis également chef d'entreprise, consultante internationale en politique publique. Okay. Et j'ai fondé il y a 6 ans Caribbean Boss Lady, qui est une plateforme et un réseau qui encourage le leadership féminin dans la Caraïbe française et la Caraïbe francophone. J'aime à dire que je suis une multipotentielle. Ça fait partie de ma génération, la fameuse génération Y, les millénials. On n'aime pas rentrer dans des cases, on explore tous nos talents. Et je suis vraiment... c'est toujours avec beaucoup d'émotion que je dis aujourd'hui que je suis également autrice. J'ai toujours écrit, aussi loin que je m'en souvienne. Dès que j'ai appris à lire, j'ai toujours été dans cet acte d'écrire. D'accord. Mais pour le travail aussi, j'écris, que ce soit en tant que consultante, en tant que journaliste, plume, des blogs, etc. Écrire des discours des personnalités également, des écrits universitaires pour lesquels on me connaît aussi. Mais là, Forme Totale, c'est mon entrée, en tout cas publique, en littérature. Alors justement, j'allais te demander qu'est-ce qui t'a amené à l'écriture? Parce que c'est vrai que tu viens de décrire un parcours quand même riche et éloquent.
Mais qu'est-ce qui t'a intimement, personnellement conduit à l'écriture, et en tout cas une écriture plus personnelle? Alors, comme je te l'ai dit, Laure, j'ai toujours écrit. Je ne parviens pas à me souvenir du moment où je me suis mise à écrire. Dès que j'ai su lire, dès que j'ai su écrire, et ça a été très tôt, je devais avoir 5 ans ou 4 ans à peu près, puisque j'étais souvent seule à cet âge-là. J'étais seule pendant 6 ans, enfant unique. Et mes parents étaient très jeunes, et ils se démenaient pour pouvoir faire vivre le foyer, aller travailler. Et donc j'étais seule avec les livres. D'accord. Ils étaient mes babysitters, mes compagnons. Et donc j'ai lu très tôt, et j'ai eu envie d'écrire aussi, de pouvoir imiter celles et ceux que je lisais. Je me souviens avoir lu La couleur pourpre, c'est le premier roman qui m'a frappée, je devais avoir 7 ans. Et quand j'ai lu ce roman d'Alice Walker, je savais que j'aurais écrit toute ma vie. Je ne savais pas comment, mais je savais que j'allais écrire. Et puis la suite ne m'a pas démenti, puisque ma plume, même si les expertises de consultante sont la colonne vertébrale de mon activité professionnelle, mais il y a toujours cette part d'écriture qui est très importante. Alors quand il s'agit d'écrire des discours pour des personnalités, se mettre à leur place, c'est ce qu'on appelle un peu le ghostwriter, et bien se mettre à leur place, c'est comme en littérature. On entre dans la peau d'un personnage, on se met à la place de l'autre, on va jusqu'à imiter ces petits tics de langage. Alors ça, j'adore faire ça. D'accord. Et pour pouvoir délivrer non seulement un discours impactant, mais un discours qui lui ressemble. Un discours qui lui ressemble et dans lequel il va dire des choses intelligentes et qui vont laisser une trace durable. Ce que j'aime faire avec les discours que j'écris pour mes clients, c'est les faire entrer dans l'histoire. Alors je ne vais pas donner des noms, mais je suis toujours fière de voir nombre de mes clients quand ils délivrent un discours, surtout quand ils sont habités par ces mots, parce qu'il y a ce travail de psychologie très fine, de compréhension de la personne que l'on a. Oui, c'est pas un discours plaqué qui va convenir à tout le monde. On ne peut pas faire ça. Et donc, au final, ça a été un excellent entraînement pour moi aussi, pour pouvoir aller vers la littérature, puisque ça nous nourrit, bien évidemment, et on reste très attentif à la psychologie de l'autre, et ça nous aide aussi à développer la psychologie de nos personnages. Ça, c'est pour le côté nouvelle et roman. Pour la poésie, ça a été tout autre chose. J'écris des poèmes depuis toute petite, également. Justement, c'est ce que j'allais te demander. La poésie, à quel moment est-elle venue dans ta vie? Très tôt également, mais ça s'est accentué en partant vivre en Haïti, puisque j'ai vécu en Haïti pendant 3 ans, sous l'administration Martelly, juste après le terrible tremblement de terre. J'étais en mission pour la Banque interaméricaine de développement, là-bas, au service de 2 ministères. Et c'est un pays qui m'a bouleversée. C'est un réflexe de fermer les yeux quand on pense à Haïti, puisque par-delà tout ce que l'on voit, tout le côté un peu misérabiliste que l'on voit dans les médias dits mainstream, Haïti c'est bien plus que ça. C'est un pays extrêmement spirituel, et c'est un pays qui révèle la créativité chez les gens qui restent le temps qu'il faut. Et quand j'étais en Haïti, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai le plus écrit de ma vie, des choses en dehors du travail. Et là, la poésie est arrivée tout naturellement, que ce soit des vers, que ce soit de la prose. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à creuser ton parcours la poésie poétique jusqu'à arriver à forme totale. Alors, tu nous as dit effectivement que depuis toute petite, etc., tu as cité La couleur pourpre. Est-ce que tu as eu d'autres sources d'inspiration en littérature, et notamment caribéenne? Ah oui, mes sources d'inspiration en littérature sont profondément caribéennes. René Despetres,
à qui je voue une admiration, une adoration. On le voit dans le recueil, tout à fait. Exactement, René Despettes, qui est là aussi un artiste complet, total, j'ai envie de dire, romancier, novelliste, poète, d'abord poète d'ailleurs, personnalité fortement engagée en politique également, un homme-monde, j'ai envie de dire, qui a une citoyenneté monde qui se sent chez lui partout. À la manière de Glissant, tout à fait. À la manière de Glissant. Et je crois que c'est ce qui me rapproche beaucoup de lui et c'est peut-être ce qui m'a très tôt inspiré chez lui. Et puis bien évidemment, il y a les classiques, Maryse Condé, mais surtout Gisèle Pineau, que j'aime beaucoup. J'aime la façon dont sa plume peut dire des choses très graves avec une extrême sensualité aussi. Exact, une extrême rondeur. Une extrême rondeur, vraiment. Tout ça est très épicé. Et puis, toujours chez les afrodescendants, celle qui a vraiment bouleversé ma vision de la littérature, c'est feu Toni Morrison. Oui, je ne dis rien d'original là-dedans, mais Toni Morrison, là aussi, je me souviens que la première fois que j'ai lu du Toni Morrison, ça devait être il y a 22 ans de ça, j'étais encore étudiante en philosophie à Nanterre, et son roman Love venait de sortir. Et je crois que c'était la Grande Bibliothèque qui parlait de ce roman. Et c'est la première fois que j'entendais parler de cette femme. Et quand on a commencé à parler du roman, ça m'a interpellée, les personnages. Je me disais, tiens, ça se passe en Amérique, mais ça pourrait être chez nous, en Guadeloupe aussi. Et là, c'était les tout débuts d'Internet à l'époque. Je suis allée sur Yahoo, c'était pas Google. Oui, je me rappelle, oui, exactement. Chercher qui était cette femme, Toni Morrison. Et là, je tombe sur cette femme majestueuse, avec ses locks blanches. Tout à fait. Une femme qui ressemble beaucoup à ma grand-mère maternelle. Et j'ai été comme hypnotisée. C'est un coup de foudre. C'est un coup de foudre. Et là, j'ai commencé à lire du Toni Morrison avec une espèce de boulimie. J'en ai lu au moins une dizaine, comme ça, non-stop, en moins d'un an. Et oui, là, il y a vraiment un modèle absolu pour moi en littérature, c'est Toni Morrison. Tous les points de vue, que ce soit sa vie, sa démarche en tant qu'éditrice, ses engagements politiques forts. Ses engagements politiques. Voilà, Toni Morrison, pour moi, c'est le summum. Le best. Alors, le recueil, je disais tout à l'heure dans l'introduction, il a un titre qui interpelle, il a un titre qui sonne. En tout cas, moi, comme je te le disais, c'est comme ça que je l'entends. J'entends une totalité, je n'entends pas juste quelques petites bribes comme ça, j'entends une entièreté. C'est pour ça que j'aime à le prononcer forme totale. À la martiniquaise. À la martiniquaise. Alors, comment t'es venu ce titre, Axel? Je ne sais même pas comment ce titre m'est venu. Tu sais, j'étais à une espèce de tournant de ma vie, au détour d'une difficulté vraiment terrible qui aurait pu me terrasser. D'ailleurs, c'est cette difficulté qui m'a réconciliée avec la poésie, qui m'a ramenée à l'écriture. J'ai commencé à rassembler une série de poèmes qui, pour moi, avaient une espèce de sens. En tout cas, il y avait une cohérence logique dans ce que j'étais en train de vivre et dont je m'éloignais aussi en même temps. Donc, il y a cette dimension un peu cathartique. Et là, quand j'ai réuni tout ça, je n'avais pas encore de titre. J'ai montré à un ami qui m'a dit, écoute, tu devrais peut-être te faire publier, puisque je lui ai montré pour en discuter. On a tous des amis comme ça, artistes, un peu créatifs, avec qui on discute de ce qu'on produit, de ce que les autres font, comment ça fait écho en nous. Il me dit, mais c'est quoi le titre de ce recueil? Tu vas le faire publier? Je dis, non, mais c'est pour que tu lises, voyons. Il me dit, non, il te faut un titre, il y a une cohérence, une cohésion là-dedans. Absolument, tout à fait. Je me suis assise et ça arrivait très rapidement. Très, très rapidement, je me souviens avoir refermé le dossier avec mes pages blanches à l'intérieur et avoir griffonné forme totale. Tout de suite. C'était, voilà, ça c'est vraiment de l'inspiration. Il n'y a pas de logique. Je ne te dirais pas que ça a été travaillé, ni quoi que ce soit. C'est arrivé comme ça. Mais c'était peut-être a posteriori. Quand j'y pense, je me dis, c'est ce que je voulais aussi exprimer. Avec l'ensemble de ces poèmes. De toutes tes casquettes, tout simplement. Toutes ces casquettes de ce que je suis, effectivement. Ne pas vouloir entrer dans une case, mais aussi toutes les expériences qu'une femme, que les femmes, surtout nous, afro-caribéennes, nous pouvons vivre. Que ce soit l'amour le plus sensuel, le plus doux qu'il puisse être,
l'amour filial, l'amour du pays, violences. la violence aussi que l'on peut connaître, mais aussi des choses comme l'engagement en faveur des autres et du pays. Et je me disais, voilà, et ça m'a rappelé un moment, j'étais dans un débat politique lors d'une élection, il y a 2 ans de ça, et mon concurrent se moquait un peu de moi en disant « Oui, mais voilà, un jour elle est prof, un jour elle est consultante, elle est partout, on ne sait pas trop ce qu'elle fait. » Parce que souvent c'est synonyme d'instabilité. Mais c'est une question de génération, cette interprétation. Et moi je lui expliquais, vous voyez, ce que vous voyez comme une instabilité, moi je vois comme une espèce de totalité, de complétude, d'enrichissement, parce que je fais partie de cette génération où nous ne voulons pas entrer dans une case et où surtout nous explorons toutes les capacités. Le champ des possibles d'un être humain. On ouvre l'horizon des possibles. Et donc j'avais ça un petit peu en écho. Et puis je voyais toutes ces femmes extraordinaires autour de moi, parce qu'il n'est pas question que de moi. Il y a aussi ce que je capte chez d'autres femmes. Et je me dis, mais voilà, c'est ça, la femme afro-caribéenne. Elle a cette espèce de complétude, ce côté total. Et là, je pense a posteriori que ça vient de là. Vous savez, quand on est inspiré, tout de suite, sur le coup, on n'y réfléchit pas trop. C'est vrai. Mais voilà, en y réfléchissant après, je me dis qu'il y a sûrement de ça et au final… Et en créole, c'est volontaire. Et en créole, c'est volontaire. Je ne me voyais pas donner un titre en français à cet ouvrage, parce que ça venait vraiment du plus profond de ce que je suis. De la matrice. De la matrice, de vraiment, des matrices de mes mères, de mes grands-mères, de la terre-mère aussi, de la Guadeloupe, d'Haïti, où j'ai beaucoup écrit aussi, d'Afrique, où je suis allée, où certains poèmes ont été écrits. Et c'est quelque chose, ces écrits-là ont quelque chose de vraiment terrien, tout en étant rhizomatique, comme dirait Glissant, où on s'étend, on est ancré, mais on a des racines qui s'étendent un petit peu partout. Et donc, ça ne pouvait pas être dans une autre langue que ma première langue maternelle, le créole, parce que ça véhicule tellement de choses, tellement d'émotions. Vous voyez, quand vous dites forme totale, que ce soit toi, ou bien que ce soit d'autres personnes aussi qui le disent toujours avec une espèce de force, de vigueur, qui me disent, mais on ne peut pas dire ça autrement, doucement, comme une caresse. On ne peut pas. C'est une espèce de force, de puissance qui s'impose. Et donc, c'est cette force, c'est cette puissance des femmes, malgré les épreuves de la vie, que je voulais communiquer. Et je me dis oui, que ce titre, au final, il est logique qu'on le correspond parfaitement. Alors, ce recueil est divisé en 3 grandes sections, au titre évocateur de la mythologie du vaudou. Alors, nous avons Erzulie Freda, Erzulie Dantor et Gran Erzulie. Alors, les Erzulie, je précise un petit peu pour nos auditeurs, téléspectateurs, téléspectatrices et internautes, sont des lois de l'amour, de la beauté, des bijoux et de la coquetterie. Mais alors, pourquoi avoir choisi ces références? Alors oui, tu nous as dit tout à l'heure que tu as un amour particulier pour Haïti. Mais est-ce que tu n'as pas craint avec, tu sais, tout… comment je veux dire ça, tu vois ce que je veux dire, tous les préjugés, tous les a priori que l'on peut avoir en Guadeloupe, est-ce que tu n'as pas craint en choisissant ces lois qu'on ne puisse dire Kakimon Zelkaïrivé? Alors j'y ai pensé et puis je l'ai balayé très rapidement. J'imagine. Parce que tu sais Laure, comme tout le monde le sait, je suis engagée en politique. Me renvoyer mon amour pour Haïti au visage comme une insulte ou comme un mépris, je l'ai déjà vécu, j'ai déjà donné et je m'en fiche. Voilà, donc vraiment, je n'en ai qu'une. Et je crois qu'en tant qu'auteur, c'est vraiment l'endroit où on peut être le plus libre que possible. Si on commence à se poser des questions, que vont penser les autres quand ils vont voir que j'ai choisi telle ou telle dénomination plutôt que quelque chose d'autre, là on a fini de créer.
que la créativité, c'est un espace de liberté infinie. Tout à fait. Et Dany Laferrière le dit très bien quand il dit qu'il est un écrivain japonais. Exact. Pourtant, Dany Laferrière est un Absolument. écrivain haïtien qui habite à Québec. Tout à fait. Donc voilà, il y a quelque chose de vraiment important à comprendre. Quand on fait acte d'écriture, on est dans de la démiurgie, comme disaient les Grecs, on est dans la création et la poésie encore plus. Parce que quand on se rappelle de l'étymologie Exactement. de poésie, Poienne. c'est de La création. fabrication, C'est de la tout à fait. fabrication. Et donc, on fait ce qu'on veut. Et effectivement, en choisissant les airs Julie, je me douterais bien qu'il y aurait un certain nombre de réactions, en tout cas d'étonnement. Eh bien, figure-toi alors que lorsque j'ai eu ma première dédicace dans une grande librairie du centre commercial de Jarry, qu'on connaît, il y a plusieurs personnes qui sont venues parce qu'elles ont été interpellées par ça. Tout à fait. Ou parce qu'elles ont une culture vaudou, ou qu'il y a une curiosité. Et quand je leur ai expliqué pourquoi ce choix d'Erzuli, tout de suite, ça leur paraissait Absolument. logique. Et je voudrais les expliquer aussi ce choix aux téléspectateurs. Alors tu l'as dit, Erzuli, c'est ce loi, cet esprit dans le panthéon vaudou haïtien, mais il faut savoir, dans le vaudou, comme dans l'hindouisme, qui fait aussi partie de ma culture de Guadeloupéenne métisse, eh bien, elles ont plusieurs avatars, c'est-à-dire plusieurs déclinaisons. Donc, il y a une divinité, Erzuli, qui a plusieurs manifestations, on va plusieurs dire. visages. Plusieurs Alors, visages. justement, je vais t'interrompre parce que je veux qu'on parle de la première. Parce que Très bien. le recueil, il est divisé, donc, comme je disais, en 3 sections. Donc, on va commencer par Erzuli Freda, Oui. qui symbolise la féminité. Donc, notamment, j'aimerais bien, même si tu lis pas tout, mais le recueil commence par Fille d'Erzuli. Donc, en fait, je vois ça comme une déclaration d'identité. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça et je suis ravie. Tu es la première à l'avoir vraiment compris comme ça. Et c'est à dessein que ce recueil commence par cette déclaration d'identité. J'aime beaucoup l'expression déclaration d'identité. Alors, Fille d'Erzuli, je suis femme et au fond de mon âme se meuvent les lois qui guident mes pas. Erzuli, maman, fais bouillir mon sang et donne-moi la force, vengeresse le mardi, d'être encore amoureuse le jeudi et faire de mon âme cette écorce qui contient ta force pour me permettre d'affronter leurs crachats en marée. Je suis ta fille, sortie de la matrice d'Inde et d'Afrique. Et même en guenille, tu me donnes la force et le chic de défier les sorts les plus tordus et de tordre le cou à l'indécence incongrue. Maman Erzuli, apprends-moi à faire des orties, un lit sur lequel je dépose ma fatigue et qui pour leur jalousie est une intrigue. Magnifique texte, j'en ai des frissons. Les mots que tu emploies sont forts. Vengeresse le mardi, crachat en marée. À travers cette définition, je suppose que tu parles de toi, tu parles de ce que tu as sans doute vécu. On perçoit une souffrance. Alors ma question c'est, est-ce que le fait d'être femme dans cette société guadeloupéenne est compliqué ? Avant de répondre directement à ta question, je crois que ça mérite une petite explication de texte. Et tu as mis le doigt sur des choses très intéressantes. Parce qu'il y a beaucoup d'intertextes, de sous-textes dans ces petites lignes-là. Et effectivement, cette déclaration d'identité, elle arrive dans la première partie, Erzuli Freda, où tu l'as rappelé, c'est la divinité, on va dire de façon très résumée, eh bien, de l'amour dans le panthéon vaudou. Et cet amour, il peut se manifester de différentes façons. Il doit commencer par l'amour de soi. Et dire qui l'on est dans cette Caraïbe post-coloniale, post-esclavagiste, quand on est une femme, exister sans compromission, c'est dérangeant. C'est dérangeant. Et bien évidemment, je parle beaucoup de moi dans ce poème. Quand je dis que je suis de la matrice d'Inde et d'Afrique, je suis une métisse afrodescendante, indo-descendante,
Et parfois, selon ce qui arrange un certain nombre de personnes, on peut me renvoyer soit dans la cale du bateau, soit dans la cale du bateau, ou soit au temple Mayema. Donc à ce moment-là, on se retrouve toujours dans un entre-deux qui n'est pas toujours évident et où on questionne non seulement votre guadeloupéanité, mais on questionne également ce que vous pouvez apporter à la société. Et là, cette déclaration d'identité, comme tu dis, eh bien, elle est vraiment rythmée par la symbolique autour des figures d'Erzulie. Puisque dans le vaudou, eh bien, on dit qu'il y a plusieurs jours de manifestation. Exact. Français-Lois. Donc, quand je dis, eh bien, vengeresse le mardi, c'est le jour, le mardi et le samedi, où Erzulie n'est plus Freda, où elle devient Dantor. C'est la deuxième partie, où elle devient vengeresse, c'est la guerrière, c'est la femme forte, c'est la femme qui ne se laisse pas faire, qui, même si elle est amoureuse, mais va être orgueilleuse plutôt, et va préférer se défendre, défendre sa famille, ses enfants, plutôt qu'un homme. Très bien. Et c'est là aussi. Mais qui en même temps, même si elle est vengeresse le mardi, elle veut encore être amoureuse le jeudi. Donc on aura compris que le jeudi, c'est le jour de Freda dans le vaudou. Donc il y a beaucoup de symboliques comme ça, où bien évidemment le vaudou rencontre l'hindouisme, mais rencontre aussi eh bien, ce magico-religieux du quotidien, tel qu'on le vit chez nous en Guadeloupe et ailleurs dans la Caraïbe. Mais comme je suis également quelqu'un de très rationnel, eh bien tout ça se mélange et cela donne une forme totale et certains de ces poèmes. Alors, nous arrivons déjà à la première partie de cette émission. C'est incroyable comment ça passe très vite. Alors, chers auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices et internautes, nous nous retrouverons dans quelques minutes. Donc, je rappelle que nous recevons Axel Collangeon pour son recueil poétique Forme Totale. À tout à l'heure. Alors, nous nous retrouvons pour cette deuxième partie, toujours en compagnie d'Axel Collangeon. Alors, Axel, nous étions effectivement en train de parler de cette première partie donc, du recueil qui est consacré donc, à Erzulie Freda. Et on parlait effectivement, tu nous expliquais à quel point donc, dans ce panthéon vaudou, Erzulie a plusieurs manifestations. Donc le mardi, la vengeance, le jeudi, l'amour. Alors, le créole est aussi présent dans ce recueil, dans pas mal de tes textes. Alors, était-ce un passage obligé pour toi ou simplement l'expression naturelle de tes pensées, de tes émotions? Alors, notamment, je pense au texte « Quitter compas mâché ». Alors, c'était vraiment une expression naturelle. L'autre jour, à Petit Canal, on m'a posé cette question, pourquoi ne pas avoir traduit ? Parce qu'en face des textes, puisque il y a des poèmes en créole guadeloupéen et des poèmes en français, mais je n'ai pas traduit les créoles en poèmes guadeloupéens. Et je disais à la dame qui m'a posé cette question, d'ailleurs j'ai pris comme exemple le Still I Rise de Maya Angelou, le premier vers, on dit You may write me down. Quand on dit tu peux me rabaisser dans l'histoire, mais dans la traduction française, le côté down, vers le bas, ne ressort pas particulièrement. Tout à fait. Il y a quelque chose qui manque dans cette traduction. Et je comprends bien que certaines personnes peuvent être coupées de la compréhension, mais l'émotion, toute l'énergie, elle est en créole. Elle m'est venue en créole. Après, peut-être que ça va demander un travail très particulier, très délicat de traduction, et là c'est pas mon travail, avec mon éditeur, un traducteur ou une traductrice, où on va discuter autour de ça pour pouvoir transmettre l'émotion et l'énergie aussi en français, et pourquoi pas dans notre langue de même. Mais pour quitter compas mâché, il faut que je vais le lire. J'allais justement te dire, est-ce que tu peux nous le lire? Donc à la page 16. Page 16, quitter compas mâché dans la première partie, Erzulie Freda, c'est important de le souligner, on comprendra pourquoi. Et c'est un poème que j'ai dédié à Robert Charlot, qui est un homme que j'ai beaucoup aimé, voilà, je n'ai pas honte de dire ça à la télé, que j'ai beaucoup aimé pendant ma vingtaine. Je crois que c'était mon premier, mon grand amour.
Et il se trouve qu'il était musicien, qu'il jouait du compas. Tout à fait. D'où le titre. En pas aimé danser, ni aille en bal, mais jou soit là ça, frère en moins t'es qu'à jouer. En coulisses, il fait nous contrer. Et là, nous vînes parler, ça t'est fatal. Depuis, mais en moins serré tao, à dans petit moment temps qui arrêté, en déjà savent, tcha en moins t'es qu'étao. Même si ou c'est star, m'en fous à ça yoka dit, à si artiste. En déjà comprendre sans vous, vie en moins t'es qu'étrice. Alors, s'arrêter, pour écouter musique ou t'es qu'à jouer. Et Jean t'es qu'à fait clavier la chanter. Électricité fait vie en nous lianer. Joue, moi, l'année passée. Malgré où aller, virer. Malgré en laisser ça tomber. Compas ou t'es qu'à jouer. Compas ou déposer. En vain en moins, toujours qu'à mâcher. Magnifique. Magnifique. J'espère effectivement qu'il est prévu que ce recueil soit mis en voix. Alors, c'est cela aussi que je voulais te dire tout à l'heure et que ça m'a échappé concernant le titre Forme Totale. La musicalité, elle est vraiment importante. Absolument. Avant même de chercher à faire des vers, je crois que, je dois le dire, je suis une chanteuse contrariée. Je suis une chanteuse contrariée. Je crois que si je ne faisais pas tout ça aujourd'hui, je prendrais ma valise et je partirais sur les routes et je ferais chanteuse. D'accord. Même si je n'ai jamais pris de cours de chant de ma vie. Mais c'est un art que j'apprécie particulièrement. Il y a tellement de choses que l'on peut faire passer dans la voix. D'ailleurs, je suis extrêmement contrariée aussi d'être un peu enrouée aujourd'hui parce que toute l'émotion que je voudrais faire ressentir dans certains poèmes... elle passe très très bien l'émotion. Eh bien, tous ces poèmes, je les ai d'abord pensés comme des chansons. D'accord. Comme des chansons. Et je ne cache pas non plus que j'ai vraiment envie qu'avec mon éditeur, on mette non seulement en voix ces poèmes, mais qu'on les mette en musique. Oh, scoop, scoop, qu'on scoop. les mette en musique. C'est mon rêve pour Forme Totale. J'aimerais donner une deuxième vie à ce recueil en mettant toutes les sonorités, tous les sons qui ont fait écho en moi quand j'ai écrit. Comme quitter compas mâché, eh bien oui, forcément, il y a des sonorités compas. Absolument. Mais des sonorités compas très douces, très sensuelles. Très sensuelles, exact. Où il y a beaucoup de questions de clavier. Voilà. Et j'imaginais déjà en écrivant certains des poèmes, eh bien la sonorité qui allait avec, la voix qui allait avec, la possibilité d'interprétation face à un public aussi. Et oui, forcément, j'aimerais beaucoup qu'on mette tout ça en voix et en musique. Bon, je crois que Manick doit t'écouter. Hein? Exactement. Donc, rendez-vous va être pris très vite, je suis sûre. Alors, plusieurs émotions s'expriment dans ce recueil, notamment la sensualité, avec par exemple le poème « Envie de toi ». Alors, est-ce que tu as craint d'être jugée négativement au vu de ta casquette politique, notamment? Parce que très souvent, surtout en France, je pense, quand une femme entre en politique, ou un homme d'ailleurs, mais surtout pour les femmes, alors il faut rester, il faut afficher cette espèce de froideur, un être désincarné. Voilà, exact. Alors que toi, dans ce recueil, je crois qu'il y a une rondeur au niveau des mots, il y a cette chaleur que l'on perçoit aussi, ce feu même, dirais-je, ce feu qui brûle. Alors, est-ce que, quand tu as écrit tout cela, bon, tout à l'heure, tu disais que l'écriture est un espace de liberté, mais quand le recueil est sorti, est-ce que des gens t'ont fait des remarques là-dessus? Alors, on ne m'a jamais fait de remarques là-dessus. Les gens sont surpris. Certains sont décontenancés, peut-être surpris, décontenancés. C'est pas Axel qu'on connaît. Et puis après, quand on continue et qu'on feuillete encore, on dit ok, d'accord, là c'est Axel qu'on connaît sur les poèmes un peu plus revendicateurs. En écrivant, on ne se pose pas la question. Exact. Par contre, lorsque l'on met en place, on organise le recueil, quand ton éditeur vous dit « Ok, c'est ok pour moi », il faut signer ici. Alors là, j'ai eu un petit moment de recul, je me suis posé la question, je me suis dit « Attends, fais pas n'importe quoi, jeune femme, tu es dans la vie publique, tu es engagée de façon citoyenne, c'est certain
On est quel jour aujourd'hui? On est en décembre 2022, il faut marquer le jour et la date. C'est certain qu'un jour ou l'autre, on va te renvoyer ça à la figure en politique. Clair. Comme un mépris. Comme un mépris. Pourtant, ces gens-là n'auront jamais eu le temps ni le talent de créer quoi que ce soit. Parce qu'on me l'a déjà fait, pouvoir vous renvoyer un certain talent comme un mépris. Et là, je me suis dit, stop, il faut arrêter le bullshit à un moment. J'ai 38 ans, j'avance vers ma quarantaine, je n'ai plus rien à prouver professionnellement. Mon engagement pour mon territoire, pour la Guadeloupe, il est connu, il est sincère, il est profond. Rien ne me fera me désengager. Et quand j'ai revu et j'ai relu Léon Gontran Damas, quand j'ai relu Aimé Césaire, certains de leurs poèmes qui ne sont pas super connus, mais qui existent pourtant, d'une grande sensualité, d'une grande chaleur aussi. Exactement. Je me suis dit qu'il n'y a aucune raison pour que ces deux grands hommes politiques qui ont marqué leur temps aient eu le droit d'écrire ce qu'ils ont écrit. Et que toi, femme, jeune et que femme, moi, femme, jeune femme, que je me transforme en pucelle Jeanne d'Arc. Donc, tout ça sous couvert de respectabilité ou d'entrer dans un moule. Alors, les gens, ils vont m'aimer comme je suis ou ils ne m'aimeront pas. Et c'est pas grave. Ils vont aimer la femme totale. Voilà. Alors justement, pour continuer sur la sensualité, j'aimerais bien que tu nous lises un texte que j'ai beaucoup aimé. Ah, lequel? L'eau chaude bouillante. Oh mon Dieu. J'avoue que j'ai lu et relu ce poème. Je le trouve d'une chaleur, d'une douceur magnifique et très bien écrit. Merci. Axel, vraiment, vraiment très bien écrit. Oh, de l'eau chaude bouillante. Laisse-moi goûter au sel de ta peau que la lune ce soir veut éclairer dans les reflets chauds des belles eaux. Je me languis de m'enivrer de ton parfum d'ébène. Dans tes bras blottis, je me laisserai transporter et j'oublierai toutes mes peines qui m'avaient de toi éloignée, pour désormais seulement me baigner dans l'océan de tes baisers qui m'ont tant manqué. Oh, comme j'aimerais revoir bouillante et dans ces eaux chaudes redevenir ton amante, mon ami, mon doux ami. Promets-moi de revenir dans mon lit et dans ma vie. Waouh! Alors, chers téléspectateurs, vous ne le voyez pas, mais ta façon de lire, Axel, est poignante. Sincèrement, ce n'est pas de la flagornerie, c'est pas de la flatterie. C'est magnifique. Et en fait, je trouve justement que tu donnes à cette sensualité, et c'est ce que je t'avais dit dans un message, il n'y a rien de vulgaire. Tout est beau. Et ça m'a fait un peu penser à Baudelaire, qui avait une façon de parler de la sensualité qui, à son époque, avait choqué, n'est-ce pas, au 19e siècle. Et toi, je trouve au contraire que tu magnifies tout cela dans une langue appétissante. Alors, j'en ai la chair de poule parce que faire le parallèle avec Baudelaire, ça me ravit parce que les fleurs du mal et la chevelure en particulier, poème d'une sensualité incroyable. Ce sont des références pour moi en termes de sensualité poétique. Mais c'est vrai que de l'eau chaude bouillante en particulier, oui, ce poème-là, c'est vraiment une espèce, il me rappelle un retour à la féminité. Exact. Un retour au féminin sacré, mais qui ne se fait pas seul, qui peut s'opérer que parce qu'en face, il y a une masculinité forte et bienveillante. Exact. Et c'est ce que de l'eau chaude bouillante raconte. Et petite confidence, c'est de l'histoire vécue. Ah, mais je l'avais parfaitement compris, vu l'intensité des mots. Alors, la deuxième section, donc Erzuli Dantor, fait entrer le lecteur dans une autre tonalité, un autre registre. Alors, on dit que cette Erzuli est une Loire représentée comme une paysanne métisse, mère et célibataire. Donc, tu y parles beaucoup de tes enfants, de tes fils, notamment à la page 29, Adriane. On perçoit tout cet amour. Mais tu parles aussi de fatigue, de lassitude, de colère. Est-ce une référence à ce que l'on appelle la charge mentale? Est-ce aussi une façon de rendre hommage à toutes ces femmes qui doivent constamment être des vaillants, comme tu dis à un certain moment, notamment dans le poème « En idoile lasse » à la page 33. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est effectivement
tu rappelles cette charge mentale qui pèse sur nos épaules, et est-ce qu'en même temps, c'est un hommage que tu rends à toutes ces femmes? C'est tout cela à la fois. Alors c'est vrai, Erzulie Dantor, tu l'as bien dit, c'est cette loi qui accompagne les mères célibataires, mais aussi les femmes chefs d'entreprise. Pour la petite histoire, quand j'habitais en Haïti, j'habitais à la Boule 12, en haut de Pétionville. Un jour, je rentrais en Guadeloupe, j'étais enceinte d'ailleurs, d'Adriane. Et je passe devant l'hôtel Le Kinam, en face de la place Saint-Pierre, pour celles et ceux à qui ça parle. Il y a une grande rue avec des tableaux de part et d'autre. Oh, d'accord. Voilà. Et là, je passe devant ce tableau avec cette femme noire, mais de noir profond, avec une balafre sur la joue, un enfant sous le bras, un poignard, et vêtue comme la Vierge Marie. Ce tableau m'a interpellée. Je suis passée devant une première fois. J'ai demandé à mon chauffeur de revenir. J'allais prendre l'avion. Puis je lui ai dit non, non, j'ai pas le temps, on repart. C'était plus fort que moi. Je lui ai dit non, on revient encore. Et j'ai demandé au peintre de s'approcher. Je lui ai dit, je veux ce tableau. Je ne savais pas que c'était une représentation d'Erzulie Dantor à l'époque, parce que je vivais déjà en Haïti, mais je ne m'y connaissais pas du tout en vaudou et en panthéon vaudou. Et donc j'ai acheté ce tableau et j'ai pris l'avion et j'ai demandé à mon chauffeur de le déposer chez moi. Et à mon retour, quand je suis arrivée de Guadeloupe, et là, la dame qui s'occupait de ma maison me dit « Mais Madame Axel, qu'est-ce que vous avez fait entrer chez vous là? Est-ce que vous savez ce que vous avez fait entrer chez vous? Je ne savais pas que vous étiez vaudouisante. » Et je lui dis « Non mais qu'est-ce qui se passe ?» Et comme c'est une dame qui était protestante, qui avait rejeté tout le côté vaudou de sa tradition, voilà, malheureusement, elle était vraiment outrée. Mais je lui dis « Mais qu'est-ce qui se passe, Madame Maxo ?» Elle me dit, mais non, mais c'est Erzulie Dantor. Et là, elle m'explique, Dantor, ce que c'est. Déjà, au son, au son, c'est très musical, Dantor, c'est fort. Et quand elle m'a dit ce que c'était, ce tableau, et là, je me suis dit, mais ok, d'accord, c'est toute cette puissance féminine qui me parle et que je défends. J'ai mis le tableau et il trône dans toutes les maisons où j'ai habité depuis. Et oui, quand on regarde toute l'histoire d'Erzulie Dantor, il y a tout ça. Cette divinité qui accompagne les femmes dans leurs travaux quotidiens, qui les accompagne en tant que maman, qui les accompagne en tant que femme professionnelle aussi. Toute la charge mentale que je dénonce effectivement dans Annie Doualas. Et puis, cette espèce de mystification autour de Femme Potomitan. On m'a demandé d'ailleurs pourquoi j'ai appelé Femme Totale, pourquoi pas Potomitan. Heureusement. Heureusement, parce que avec tout le respect que j'ai pour ces femmes qui se sont reconnues comme Potomitan, à une époque, aujourd'hui, moi, je ne peux pas cautionner cette appellation Potomitan, parce que pour moi, c'est une grande mystification que le patriarcat a poussé les femmes à apprécier, à s'enorgueillir d'être des Potomitans, alors qu'il n'y a pas plus violent pour une femme que d'être un Potomitan. Vous imaginez en architecture tout un édifice qui repose sur un poteau? Tout le stress que ça fait reposer dessus. Donc imaginez pour une femme qui doit tout supporter, même quand elle est en couple, surtout quand elle est en couple. Eh bien, pour moi, le Potomitan a comme corollaire la déresponsabilisation de nos hommes. Absolument. Et le féminisme que je défends, c'est un féminisme qui fait avec les hommes, où on doit responsabiliser et les femmes et les hommes. Absolument. Et donc oui, il est question de tout ça dans Erzulie Dantor, cette deuxième partie, mais on retrouve aussi des poèmes dits de combat, où je parle aussi d'amour du pays et d'amour filial aussi beaucoup. Ah oui, beaucoup d'amour filial, d'ailleurs ça m'a beaucoup touchée, parce que c'est vrai que très souvent, on oublie les enfants. Oui. Quand on est une femme chef d'entreprise, quand on est une femme qui a toutes les responsabilités qui sont les tiennes, c'est comme si, alors on passe, on fait machine arrière, tout ce qui revient ou relève de la maternité est un petit peu méprisé parce qu'on a peur que ça nous ramène au schéma traditionnel. Or toi, dans ton recueil,
tu mets au même niveau la femme amoureuse, la femme, la maman, la chef d'entreprise, la femme engagée politiquement. Tu ne fais pas de hiérarchie, Non, voilà, pas de hiérarchie. De ces aspects-là. Parce que tous ces aspects de ma vie te constituent, forme totale. Me constituent, font justement que la femme soit totale. Tout à fait. Et c'est vrai que mes enfants font aussi la femme que je suis aujourd'hui. Les difficultés aussi au niveau du travail, les difficultés de l'engagement politique et citoyen font ce que je suis aujourd'hui. Et non, je refuse de mettre en place une hiérarchie, puisque ces enfants aussi, malgré ce que beaucoup de personnes pourraient penser à un niveau professionnel, eh bien, m'aident à développer de nouvelles capacités. Alors, comme pour tout le monde, ça peut être un chantier pas possible chez moi, exact. Mais avoir des enfants et avoir à manager toutes ces autres vies à côté, en tout cas tous ces aspects de ma vie à côté, font que, eh bien, que je développe d'autres capacités que d'autres ou bien qu'un homme ne développe exact. Pas forcément. Et je crois que si je n'avais pas eu mes 2 fils, je ne serais peut-être même pas là aujourd'hui face à toi, Laure, ou peut-être que je ne serais pas engagée par ailleurs. Tout à fait. Alors, le texte La Horde contient un champ lexical de la violence qui est très fort. Ouais. À qui s'adresse-t-il? À la société, au monde politique? J'aimerais bien que tu nous en lises. Peut-être qu'il faudrait le lire un petit peu avant. La Horde, oui, effectivement, oui. On rappelle qu'il est dans la 2e partie. Oui, la partie donc Erzuli d'Antor. Erzuli d'Antor, La Horde, à la page 34. C'est un des poèmes les plus récents d'ailleurs que j'ai écrit. La Horde. J'entends venir les chiens, ceux-là même qui dévorent nos destins. L'entends-tu, cette horde immonde qui gronde et qui tue? Elle voudrait nous faire taire et quitter notre terre-mère. La vois-tu? Pareil à un monstrueux léviathan auquel on livre nos enfants, qui pourtant s'émerveille de cette violence à nul autre pareille. La sens-tu? Cette horde de dents pointues qui égorge nos espoirs, font de nos vies d'éternels soirs, et qui, à la lumière du désespoir, cynique et lubrique chien, transforme des sources de vie en rivières de chagrin. Là, je crois que l'une des personnes qui a le mieux vu et compris ce poème, c'est notre ami Didier Détouche. Absolument. Qui a compris qu'il y a plusieurs registres dans ce poème. Il s'adresse à plusieurs personnes. Il s'adresse à la société, bien sûr. Moi, la jeune Guadeloupéenne que je suis, que j'ai été, de retour au pays, ne s'est pas toujours sentie bienvenue chez elle. Absolument. Et là, elle a peut-être fait peur aussi à certains moments. Il est question, cette horde de chiens, c'est qui? C'est quoi? Ce sont celles et ceux qui découragent cette jeunesse qui veut revenir ou qui veut rester au pays. Et qui les dévore. Et qui se fait dévorer. Tout à fait. C'est cette jeunesse à qui on fait comprendre qu'il faut une série de passe-droits et qu'il faut se compromettre pour pouvoir avoir des miettes, même pas pour exister, pour avoir des miettes. Quand je parle de cynique et du bric-chien, on comprendra très bien absolument ce que je veux dire. Mais oui, c'est d'une violence. Et la violence dans ce poème est pourtant très loin de la violence de ce que nous vivons au quotidien dans ce pays. Mais bien sûr qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. Exact. Mais le sujet principal, c'est l'existence et la réussite au pays, exact. Des talents guadeloupéens. Parce qu'il y a tellement de choses qui nous découragent, que l'on voudrait nous décourager dans ce pays. Au début, moi je me souviens quand j'ai commencé à écrire sur ces problématiques, ces thématiques, une certaine catégorie de personnes me disaient « mais non, tu es parano, ça n'existe pas ». Jusqu'à ce que l'INSEE se penche sur ce fameux concept de déclassement. Un concept sociologique absolument. Que je trouve extraordinaire. Moi aussi. Parce qu'il a matérialisé et il a rendu sensible, tangible, de façon rationnelle, avec des données, tout ce que ma génération, je pense, a été la première génération à vivre cela de façon la plus violente que possible. Imaginez, on vous dit,
il faut jouer le jeu pardon, de l'école républicaine. Moi, je suis un pur produit de l'école républicaine. Je ne suis jamais allée à l'école privée, payante, etc. J'étais bonne élève. J'étais, je pense, l'une des premières diplômées universitaires des deux côtés de la famille, paternelle et maternelle. J'ai cru qu'en allant à l'université, en plus mes parents se sacrifiant pour m'envoyer à Paris, à Nanterre, à la Sorbonne, pour étudier, de retour au pays, eh bien voilà, on serait fiers de moi. Le fleuron. Le fleuron, voilà. Eh bien, ça commence par votre retour où jeune prof de philosophie, vous remplacez quelqu'un, je parle de moi, et là on me dit, ah oui, mais il y a un des anciens profs de philo qui veut venir te voir et te tester, parce qu'avoir un master de philosophie à 22 ans, c'est juste pas possible. La première claque, je m'en souviens comme si c'était hier, parce que quand on est jeune, on a cette espèce d'enthousiasme niais. Tout à fait. Voilà, où on croit bêtement qu'on est attendu et les bras grands ouverts. Sauf qu'on prend claque après claque, et pas la virer même, aller et retour, sans qu'on vous donne le temps de reprendre votre souffle et de respirer. Et là, vous commencez à déchanter. Pourtant, le pays reste votre pays. Les gens restent vos gens. Mais après les premiers moments de sidération, où vous en voulez un petit peu à tout le monde, vous dites, mais comment ça se fait? Et vous comprenez que ce n'est pas personnel. Quand vous commencez à prendre de l'âge et que vous comprenez que c'est un système, que ce n'est pas forcément la faute des gens qui se lancent à corps perdu dans ce système et qui font vivre ce système, mais qui ont été eux-mêmes tellement broyés, tellement maltraités par ce système, par cette machine. Comme un syndrome de Stockholm, ils le reproduisent. Tout à fait. Un syndrome de Stockholm. Et je crois que par-delà tout ce que j'ai pu écrire sur ces thématiques, où parfois on m'a traité un petit peu de parano, de voir l'INSEE parler du déclassement, de dire qu'aujourd'hui, les jeunes Guadeloupéennes et les jeunes Guadeloupéens sont 5 fois plus déclassés que les jeunes hexagonaux et que 48% de la jeunesse guadeloupéenne vit hors de la Guadeloupe parce qu'il n'y a pas d'opportunité chez elle pour qu'elle puisse s'épanouir, tandis que d'autres s'épanouissent. Absolument. Et quand je dis d'autres, je ne parle pas d'étrangers particulièrement, mais je peux parler aussi de génération, ou encore eh bien, de privilèges de classe. Tout à fait. Quand on vous fait comprendre, mais oui, toi, Collangean, petite fille de la campagne de Petit Canal du Nord Grande-Terre, tu n'es pas fille d'eux, tu n'es pas femme d'eux, tu n'es pas maîtresse d'eux. C'est comme dans le poème de Gontran Damas, nous les riens, nous les peu, nous les gueux. Et bien voilà, ou trop audacieuse pour qu'elle essaye d'exister en société à Mouna. Justement, alors le caractère autobiographique de ce recueil à travers le pronom « je » est incontestable, mais j'ai l'impression que ce pronom « je » peut être collectif. C'est une jeune femme ambitieuse, est-ce mal vu ici, selon toi? Parce que moi j'ai le sentiment que autant un garçon, on l'encourage à être le plus ambitieux que possible, mais quand c'est une femme qui est ambitieuse, toi, quel est ton retour? Est-ce que tu n'as pas eu le sens? Alors j'aimerais que tu nous lises Mauvaise à la page 35. Je crois qu'il y a une ambivalence là-dessus. Avant de lire Mauvaise, juste te parler, enfin, vous parler aux téléspectateurs et aux téléspectatrices aussi, d'une anecdote professionnelle. Très jeune directrice de cabinet, mon maire, lors de mon embauche, m'envoie voir l'un de ses responsables de service et lui dit « Tu donnes à Axel tout ce qu'elle veut. » D'accord ? Moi, connaissant la situation de la collectivité, je n'ai pas demandé tout ce à quoi je vais droit, puisqu'il y avait aussi une dimension humaine et politique à laquelle il fallait faire attention. Je lui dis par contre, même si j'ai droit à 3 fois plus, le salaire auquel je prétends, c'est tant. Et là, le type me regarde et il me dit « Mais moi, à votre âge… Moi, à votre âge, je touchais à peine le SMIC. » Et je crois que dans un premier temps, j'étais très décontenancée. Et il me dit, mais pour une jeune femme, vous en avez des prétentions. Je lui ai dit, oui, mais la jeune femme, elle sait ce qu'elle vous apporte sur la table. Donc, et je crois que je ne vais pas dire que c'est un franc-parler, mais cette assertivité. Je suis quelqu'un de calme en général, mais face
à des propos dérangeants comme ça, et parfois un peu injustes, extrêmement condescendant et méprisant, et très condescendant et méprisant, je pense que je peux renvoyer aussi un certain nombre miroir, de choses. tout à fait. Voilà. Et mauvaise, si tu veux, c'est la traduction de tout ça, mais il y a un événement en particulier en politique que j'ai vécu qui m'a inspiré ce poème. J'étais encore dans un débat télévisé et le gars face à moi, qui est un gars au pouvoir déjà, et qui avait toujours refusé de débattre face à moi, et qui s'est senti un petit peu pris au piège parce qu'il n'avait pas le choix ce jour-là. C'était la première fois, une des premières fois qu'on débattait. Je lui ai posé des arguments rationnels, sensés, chiffrés avec des données. Lui ne répond pas sur le fond du débat, mais s'attaque à ma personne. Argument ad hominem, voilà. Classique. Et lance à la journaliste, vous voyez, c'est une femme mauvaise. Et ça m'a rappelé Hillary Clinton et Donald Trump qui disaient « nasty woman ». Et je me suis posé la question, mais qu'ont ces hommes de pouvoir à l'encontre des femmes. Tout à fait. Et surtout des femmes qui leur opposent des arguments construits, tout à fait. Concrets et intelligents et rationnels surtout. Et mauvaise est née comme ça. Et ça donne ceci. Je sais que sur mon dos, vous aimeriez prendre vos aises et danser sans que je ne me plaigne de vos maux. Mais je refuse la fatalité, alors pour vous, je me muse en mauvaise. Dénoncée, humiliée, effacée, je deviens alors le fantasme de votre méchanceté, car le soir, très tard, quand vos mères et vos femmes enlèvent elles aussi leur phare, je deviens votre mauvaise conscience. Et vous réalisez alors que ma génération en vous a perdu confiance. Ne vous en déplaise, je suis et resterai votre mauvaise. Je vous sais mal à l'aise et j'en suis fort aise. Magnifique. Alors, les souffrances sentimentales, les trahisons trouvent aussi leur place dans ton recueil. Est-ce une volonté d'authenticité de ta part, une façon de prendre de la hauteur? Sinon, ce ne serait plus de la poésie. La poésie, je pense que c'est ce qui rassemble tous les poètes, par-delà les poèmes de combat, les choses très engagées. Il est toujours question d'amour quelque part, de sentiments souvent contrariés. Alors bien sûr, il y a de la souffrance que j'ai cherché à sublimer à travers ces poésies dans Femme Totale, mais il y a aussi des choses que j'ai captées chez d'autres femmes. Et il y a quelque chose qui m'attriste profondément pour nous, femmes afro-caribéennes, femmes noires en général. Je crois que c'est devenu trop banal aujourd'hui de penser qu'une bonne femme noire, qu'une bonne femme afro-caribéenne, qu'une bonne femme guadeloupéenne, c'est celle qui va digérer la souffrance en silence. Tout à fait. Comme si on gagnait un prix pour cela. C'est juste pas possible. On ne peut plus aujourd'hui se gargariser de supporter de la souffrance et de gagner la respectabilité. Mais ça fait partie aussi du schéma de la femme potomitan qui tient, qui ne dit rien, et moi, etc. je refuse ça. Absolument. Et moi, je refuse. Et comme tu l'as dit, c'est ma façon de dépasser cela. C'est ma façon de dire. Alors peut-être que certains vont aller afficher des choses sur les réseaux sociaux de façon très crue. Mais moi, j'ai toujours eu ce souci de l'esthétique et de l'élégance. Merci. Absolument. Et c'est important pour moi. Et les symboles aussi sont importants. Chaque mot a sa place, chaque mot a son importance. Alors surtout pour moi, en tant qu'ancienne prof de philosophie, tout est dans le symbole. Et de pouvoir digérer un certain nombre de choses, que ce soit à un niveau individuel ou que ce soit pour d'autres également, c'était très très important. Donc oui, je n'échappe pas à ce lieu très commun des poétesses et des poètes où on parle aussi de déception amoureuse. Absolument. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai aimé dans ce recueil, c'est que tu nous invites, alors c'est vrai qu'on est arrivé à la fin de cette deuxième partie, mais je veux quand même qu'on parle rapidement de cette troisième partie, Grande Erzuli, qui est la grand-mère qui se déplace avec sa canne. Oui. Alors, est-ce l'idée d'une philosophie de vie que tu t'es construite à travers tes expériences, que tu livres ici? Parce qu'on observe, moi c'est comme ça que je l'ai perçu, une sorte d'apaisement, de sérénité, de force tranquille, parce qu'on trouve des titres qui sont valorisants comme Renaissance, inspirante,
respectable, soleil qui est toujours levé. Alors, est-ce un pied de nez à tes détracteurs? Alors, pas forcément penser comme un pied de nez aux détracteurs, d'ailleurs ce n'est pas pour eux que j'écris, mais c'est exactement ça. C'est l'idée d'une certaine prise de distance et de hauteur. Grande Air Julie, comme tu l'as expliqué, c'est cet avatar, cette manifestation du loi Air Julie sous l'aspect d'une vieille dame. Elle a déjà vécu, elle a déjà vu, et j'ai presque envie de dire qu'elle va vaincre. Et donc, c'est cette lucidité, cette prise de distance avec tout ce qui est émotion, passion positive ou négative, tout à fait, pour pouvoir être dans une espèce de lucidité, pas froide, mais une lucidité éclairée. oui. Et c'est ce que l'on retrouve dans Grande Air Julie. Alors, je ne suis pas encore tout à fait ah oui, c'est clair. âgée, mais en tout cas, dans la façon dont je me suis sentie quand j'ai écrit les poèmes qui sont dans cette partie Grande Air Julie, c'est ainsi que je l'ai vécu. J'aimerais bien quand même que tu nous lises avant qu'on ne passe aux différentes rubriques. La page 48, inspirante. J'ai beaucoup aimé ce texte. Écoute, c'est la première fois en plus qu'on parle publiquement de ce poème. Donc ça tombe très bien. Tu la trouves inspirante et tu voudrais être tout comme elle. Mais sais-tu qu'elle porte sur son dos le fardeau de monde imparfait où une femme inspirante est d'abord pour d'autres une chieuse. Cette femme que tu trouves forte, que les chiens voudraient dévorer, cette femme-là, elle est fatiguée, épuisée, exténuée, de toujours devoir porter le poids de la médiocrité et de la méchanceté, de ce monde au bord du gouffre, dans son cœur et sur son dos. Vois, ses jambes se dérobent au-dessus du précipice au fond duquel toute cette horrible vacuité a précipité sa génération désabusée. Merci beaucoup Axel, on te retrouvera tout à l'heure dans la conclusion. Donc en fait, nous allons maintenant passer à la série de rubriques que vous connaissez maintenant avant de retrouver notre invité pour un dernier mot. À tout à l'heure. Alors maintenant, nous retrouverons les rubriques que vous connaissez. Quelques lectures à vous conseiller. D'abord aux éditions Negmaron, Karukira, les légendes de Kaya, de M.K. Gira. Karukira à l'époque de l'esclavage. Alors que les Évalos, redoutables propriétaires coloniaux, font régner la terreur sur l'archipel depuis leur habitation maudite, une jeune guerrière métisse nommée Kaya se lance dans une quête désespérée. Elle souhaite redonner la vie à une amie récemment décédée, Oyama, persuadée que celle-ci détient la clé qui permettra d'abolir la servitude. Au cours de ses aventures dans les terres sauvages de Karukira, Kaya croisera des esprits, des monstres et des hommes et verra se profiler au loin la grande bataille entre les forces esclavagistes et la communauté des nègres marrons. Aux éditions Nestor maintenant, Moisson de silences en fleurs de Richard Clavier. C'est un essai poétique. L'auteur se plaît à parcourir des univers changeants et prospecte par son imaginaire fluctuant le moindre recoin de sa terre-monde de Guadeloupe. Et enfin, aux éditions Une voix, une histoire, L'armée des esprits de Franck Lacombe, lu par Éric Génovese. Août 1791, la colonie française de Saint-Domingue, des milliers d'esclaves se soulèvent. Le Conseil des esprits africains, invoqué par les insurgés, a tranché. Il dépêche Rosine et Louison, deux de ses prêtresses martiniquaises, auprès des chefs de la rébellion, pour les aider à accomplir leur oracle. Le récit nous emmène dans les pas de deux jeunes femmes depuis les rives de la Martinique au champ de bataille de Saint-Domingue, du Paris révolutionnaire où l'on vote enfin la première abolition de l'esclavage aux côtes de la Guadeloupe. Nous passons maintenant à la minute de la lectrice et du lecteur. Je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer une vidéo
ou un audio accompagné d'une photo, alors vous allez nous parler d'un ouvrage, un ouvrage coup de cœur, on pourrait dire, donc une vidéo ou un audio d'une durée maximale de 3 minutes, que vous envoyez à l'adresse mail suivante, émissionpréface@gmail.com. Dernier écrit de Géry Littan, la désapparition pose la problématique de l'écartèlement. Écartèlement parce qu'il s'agit en fait de confronter deux situations qui sont propres aux colonies, cette espèce d'abondance surréaliste et puis le prisme de la misère. Et cela est évoqué à travers deux moments de la colonie, un moment d'une certaine opulence et puis vient le moment du manque. Et entre les deux, une situation extrêmement monstrueuse du fait que les populations sont à elles-mêmes présentes face à l'inconnu qui se présente, et cet inconnu est surtout le fait de la non-maîtrise de leur avenir, que ce soit identitaire ou économique. Et ce petit roman de 123 pages présente une langue qui est celle justement de la contradiction et de la complexité de nos populations. À le lire, très intéressant, avec certains moments qui semblent rappeler un petit peu l'écriture de Xavier Orville, parce qu'il y a une sorte de, je dirais, de mystère de l'écriture, d'opacité de l'écriture, de la beauté de l'écriture. Et c'est en ce sens que j'invite le lecteur à prendre en main cet ouvrage. La texture est très douce, je dois le dire. Elle est très douce, publiée aux éditions Projectiles, elle est très douce. L'écriture est envoûtante, je dirais, simple, mais également elle plonge dans une certaine forme de poésie. Alors pas forcément une poésie lyrique en tout cas, mais en tout cas une forme de poésie. Et je crois que ces questions que nous nous posons, il se trouve que me semble que ce soit l'art qui sera en possibilité d'en rendre compte. Alors l'écriture, que l'on pourrait dire ici proche de la créolité, est moins un style que véritablement une vision composite. Et cette composition n'est pas simplement du fait de mélange de langues, mais véritablement d'une situation économique, donc d'un manque de production, entre opulence et misère, comme je le disais, mais également composite parce que elle se donne sous la forme d'une vision, peut-être pas une vision prophétique, mais en tout cas, cette possibilité que l'art a de rendre compte un petit peu à la manière de ce que dit Marcel Proust dans Le Temps retrouvé, le fait que la littérature soit la vraie vie. La vraie vie parce que elle cesse de nous structurer, elle cesse de nous mettre simplement dans des cadres, dans des représentations, puisque la société fait beaucoup de nous des êtres, des hommes, des femmes, répondant à des caractéristiques sociales. Et au-delà de ces caractéristiques, la personne elle-même est oubliée. Et ce petit roman de Géry Littan est essentiel en cela, c'est que effectivement, il nous montre comment nos êtres sont la représentation, la stigmatisation, la mise en exergue, la mise en monstration de cette dépendance, de ce rôle qui nous est exigé, qui nous est imprimé, qui nous possède d'ailleurs. Et ce rôle est simplement celui d'un être purement de consommation. Et à travers ce roman, la désapparition, c'est également la quête de la réappropriation de nos terres, la réappropriation de notre être. Mais effectivement, cela va bien au-delà parce que ce petit texte-là pose une question qui est une question d'ordre politique, et cette question d'ordre politique est essentiellement celle de la reconstitution. Donc, comme je le disais, ce n'est pas une œuvre annonciatrice en ce sens, mais c'est une œuvre qui établit
qui dit, qui pose, qui peut-être peut déranger, mais c'est une lecture qui se fait sous un ton du rire, quelquefois, de la plaisanterie, de la douleur, de la tristesse, mais c'est vraiment un texte un peu qui pose la problématique que l'on retrouve également dans les textes de Maupassant, comme par exemple le Horla, et c'est extraordinaire parce que effectivement ce petit texte de 123 pages nous pose la question du double que l'on retrouve dans nos économies. Donc voilà, c'est là un texte que je recommande. Passons maintenant à une autre rubrique, plaisir de lire. Toujours à cette même adresse mail, vous envoyez une vidéo ou un audio accompagné d'une photo. Vous allez lire un texte que vous avez écrit ou pas, un texte que vous aimez particulièrement, pareil, qui n'excède pas, une lecture qui n'excède pas 3 minutes. Titre du poème, La peur d'aimer. Tu marches seul pendant des années, et d'un coup, un jour, sans crier gare, le destin te jette à la figure l'objet de tes désirs les plus secrets. Surpris, tu cherches tes mots. Tant d'années à vivre en solitaire, tu as appris à contenir tes émotions. Mais elle est si belle, tu ne voudrais pas la perdre, comme celle que tu as laissée partir, une fois déjà par ta faute. C'est vrai que l'amour n'est pas facile. Tu as beau essayer de le conjuguer à tous les temps de l'indicatif et même au conditionnel. Rien n'y fait. Son action est invariable. Pourquoi lutter et ne pas se laisser succomber à la vigueur des sentiments? Tu prétends qu'elle est trop jeune, une excuse pour éviter de l'aborder. Tu as peur et tu le sais. Tu trembles devant l'amour. Tu ne voudrais pas te tromper. Tu ne souhaites pas la faire souffrir. Elle est si jeune et toi si bête. Quand prendras-tu en main la mesure de ton destin? Tu te dis de l'aimer, alors que tu essayes de l'éviter. Pourquoi ne pas lui demander ce qu'elle en pense? Elle t'aime peut-être, elle aussi. Tu ne connaîtras jamais ses pensées si tu restes muet devant elle. Prends ton courage à deux mains et livre-lui le contenu de ton pauvre cœur. Que risques-tu? Te retrouver esselé? Et alors, ne le dis pas déjà? Allons, mon brave ami, tu n'as rien à perdre. Cesse de jouer au chat et à la souris avec ta conscience. L'excuse de l'âge n'a pas de valeur. Si tu l'aimes vraiment, tu oseras avouer ce sentiment. Au moins, tu auras fait l'impossible pour tenter d'acquérir une belle offrande. Quoi? Tu hésites encore? Tu es sûr qu'elle refusera ton amour? Comment peux-tu en être certain? Tu le sens, dis-tu? As-tu imaginé que ton instinct puisse te tromper? C'est impossible, prétends-tu? Alors, tu abandonnes, sans même combattre. Peut-être as-tu raison. Tu n'as pas le cran nécessaire pour mériter une telle fille. Allez, retourne dans ta tanière, vieux loup solitaire. Va étudier le monde dans la tristesse et l'amertume. Tu en as l'habitude. Adieu, mon pauvre vieux. Conseil en écriture by Corinne Dossa. Vous êtes nombreux à suivre ces conseils. Corinne Dossa, depuis le début donc, de cette aventure préface, vous donne des conseils en écriture à travers chacune de ces capsules. À vous qui avez le désir d'écrire un livre, je ne prétends pas ici vous offrir une solution miracle qui fera apparaître votre livre tout beau, tout chaud, comme un beignet magnifique sorti du four. Non, je vous parlerai évidemment de mon expérience personnelle et je vous dirai que pour moi, en fait, écrire un livre, c'est un partage d'émotions.
Je vous proposerai aussi de creuser en vous pour faire ressortir ce que vous souhaitez transmettre à votre public, avant même de réfléchir au comment. Je vous parlerai des obstacles et je vous dirai comment moi, j'ai pu les franchir. Tous ces conseils proviennent de mon expérience personnelle, évidemment. Voilà, notre cadre est posé. Le premier constat que j'ai envie de faire avec vous, si vous êtes un aspirant auteur, c'est celui-ci. Écrivez. C'est tout bête, hein? Parce que si vous faites partie de ces aspirants auteurs qui depuis toujours sortent cette phrase, un jour j'écrirai mon livre, eh bien votre livre, il ne s'écrira pas tout seul. Il restera toujours dans l'hypothétique. Sortez de l'hypothétique, entrez dans la réalité et confrontez-vous à la réalité de l'écriture. Commencez un pas après l'autre. Comme le dit Stephen King, un mot après l'autre. Et ce sera déjà une très bonne chose. Vous avez peur, vous hésitez, vous ne savez pas comment commencer. Il n'y a pas de problème, il y a des solutions pour ça. Une solution toute simple, inscrivez-vous à un atelier d'écriture créative. Il y a plusieurs avantages à celui-là. D'abord, vous allez vous retrouver avec des personnes comme vous, qui sont aspirantes auteurs. Vous allez pouvoir confronter votre écriture et vos soucis et vos doutes aux leurs et vous y apprendrez des techniques qui ne vont peut-être pas vous permettre tout de suite, en un mois, d'écrire le premier jet, mais qui vont vous permettre petit à petit de faire apparaître ce livre que vous avez en vous depuis si longtemps. Commencez, débutez, créez-vous votre routine et commencez à écrire. C'est vraiment un conseil simple, banal, mais le basique, parfois c'est souvent la base. Nous retrouvons notre dernière rubrique, Une page se tourne, silence ça tourne, présentée par Alix Lautric. Elle nous entraîne dans l'aventure de l'adaptation cinématographique d'un roman. Écoutez-la. Bonjour, aujourd'hui je vous propose de découvrir l'adaptation d'un célèbre roman, 50 nuances de Grey. Portant le titre original 50 Shades of Grey, 50 nuances de Grey est une romance érotique écrite par la romancière britannique Erika Leonard ou E.L. James, son nom d'auteur. Le livre est d'abord connu par son autopublication sur le site internet de l'auteur, puis sur le site internet The Writer's Coffee Shop, qui le propose à l'impression à la demande en mai 2011. L'éditeur Vintage Books le publie en édition papier dans une version revisitée en avril 2012. Il s'agit du premier roman d'une trilogie, suivi par 50 nuances plus sombres, 50 Shades Darker, et 50 nuances plus claires, 50 Shades Freed. Se déroulant essentiellement à Seattle, cette trilogie vendue à plus de 125 millions d'exemplaires dans le monde retrace la relation entre une jeune diplômée en littérature, Anastasia Steele, et un homme d'affaires, Christian Grey. Il contient des scènes explicitement érotiques, mettant en vedette les éléments de pratiques sexuelles impliquant la servitude, la discipline et différentes déclinaisons du sadisme et de l'initiation à la soumission sexuelle, menant peut-être au masochisme. Le titre anglais original est à double sens, Grey faisant à la fois référence à l'un des deux héros et à la couleur grise. Shade, traduit en français par le terme neutre nuance, peut par ailleurs avoir la connotation plus sombre d'ombre. La trilogie 50 nuances de Grey a d'abord été une fanfiction basée sur l'univers de Twilight qui s'appelait à l'origine Master of Universe. James l'a publié petit à petit sous le pseudo Snow Queens, Ice Dragon sur différents sites de fanfiction. Les personnages centraux étaient à l'origine Edward Cullen et Bella Swan, issus de Twilight de Stephanie Meyer. Le roman est alors considéré comme une romance érotique. Après avoir reçu des avertissements concernant le contenu explicitement sexuel du texte, James a supprimé l'histoire de ces sites et l'a publiée sur son propre site, 50shades.com. C'est plus tard qu'elle modifie Master of the Universe pour en faire une histoire à part entière,
en renommant les personnages Christian Grey et Anastasia Steele et en supprimant le texte de son site en prévision de la publication. L'accueil des critiques et des lecteurs va de mitigé à négatif. La plupart s'accordent sur l'absence de qualité littéraire du texte et sur la grande faiblesse psychologique des personnages, qualifiés d'ectoplasme par certains critiques. Certaines trouvent toutefois le livre plutôt agréable à lire. En France, le livre a surtout attiré l'attention pour son côté supposément pornographique et plus précisément pornographique à l'usage d'un lectorat féminin, ce que l'auteur récuse et condamne. En réplique à la comparaison avec d'autres romans érotiques évoqués par les journalistes et critiques littéraires, E.L. James rappelle fermement que les récits du marquis de Sade ne sont pas des histoires d'amour. Mon roman est une histoire d'amour. Pour elle, Histoire d'eau n'est pas non plus une histoire d'amour, c'est un livre brutal sur une femme totalement maltraitée. De même, l'éditeur français confirme qu'il s'agit avant tout d'un roman d'amour. Selon une étude réalisée en 2014 par des psychologues de l'Université du Michigan, la trilogie délivrerait un message subliminal sous-jacent selon lequel l'héroïne, Anastasia, accepte volontairement la violence conjugale qu'elle subit dans ses relations avec son partenaire. Outre la banalisation de cette violence dans le couple, le récit mettrait en scène une victime soumise, sujette au syndrome de Stockholm, selon lequel les victimes finissent par comprendre les motivations de leurs agresseurs et les intégrer. Courant 2012, il est révélé que plusieurs studios sont intéressés pour obtenir les droits de la trilogie 50 Shades d'E.L. James. Warner Bros., Sony Pictures, Paramount, Universal Pictures ou encore la société de production de Mark Wahlberg sont en négociation. Et c'est finalement Universal Pictures et Focus Pictures qui obtiennent les droits de la trilogie en mars 2012. En mai 2013, le studio souhaite engager Joe White comme réalisateur. Patty Jenkins, Bill Condon, Bennett Miller et Steven Soderbergh sont également envisagés. En juin 2013, E.L. James annonce que Sam Taylor Wood dirigera l'adaptation de son roman. Angelina Jolie fut elle aussi sollicitée pour tourner le film, mais elle refusera pour pouvoir tourner Invincible. La Britannique Kelly Marcel est ensuite envisagée pour écrire le script. La réalisatrice, Sam Taylor Wood, fait ensuite appel à Patrick Merberg pour retravailler le scénario. Universal embauche ensuite Mark Bombach comme script doctor. E.L. James fait savoir sur Twitter que son premier choix pour le rôle de Christian Grey était Robert Pattinson. Dès la confirmation du projet, de nombreuses rumeurs circulent sur les noms de l'actrice et l'acteur choisis pour les rôles Anastasia et Christian. On parle notamment de Mila Kunis, Emma Watson, Scarlett Johansson, Kat Dennings, Olivia Wilde, Margot Robbie, Emilia Clarke, Jennifer Lawrence, Shailene Woodley pour le rôle d'Anastasia Steele. Pour le rôle de Christian Grey, on parle tout d'abord de Ryan Gosling, ainsi que Gareth Edlund, Chris Evans, Henry Cavill, Matt Smith, Armie Hammer, Matt Bomer, Chris Hemsworth, Christian Cook, Dominic Cooper, Stephen Amell, Alexandra Skarsgård, François Arnault, Billy Magnussen, Patrick J. Adams, Scott Eastwood ou encore Luc Brasset. Les acteurs ont donc été très difficiles à convaincre car ils redoutaient d'une part le tournage et d'autre part d'entacher leur image en tournant cette adaptation. En septembre 2012, Dakota Johnson, fille des acteurs Melanie Griffith et Don Johnson, est confirmée dans le rôle principal féminin. Dans la foulée, Charlie Hunnam se voit confier le rôle de Christian. Quelques jours plus tard, ces choix sont vivement critiqués sur Internet et certains internautes créent même une pétition et demandent qu'Alexis Bledel et Matt Bomer remplacent Dakota Johnson et Charlie Hunnam. Environ un mois plus tard, Charlie Hunnam quitte définitivement le projet, officiellement pour cause d'emploi du temps incompatible avec sa série télévisée Sons of Anarchy. Plus tard, il est révélé que l'acteur, en plus d'être touché par l'accueil mitigé des internautes, a demandé quelques réécritures du script que le studio a refusé et jugé son salaire trop faible. Quelques jours plus tard, il est remplacé par Jamie Dornan. Le tournage devait à l'origine commencer le 5 novembre 2013, mais il est repoussé à la suite du changement d'acteur principal. Il débute finalement le 1er décembre 2013 à Vancouver. Aucun film à Hollywood n'a jamais fait l'objet de telles mesures de confidentialité de la part d'un studio, affirme Sam Taylor Wood.
Tout en conservant un bon souvenir du tournage, Jamie Dornan déclare que les scènes osées et nues de ce film ont été très délicates à tourner et qu'elles ont été réalisées à la fin du tournage afin que les acteurs soient plus à l'aise. Il ajoute que pour lui, Gray est un type fêlé. Le film devait à l'origine sortir aux USA le 1er août 2014. La sortie est cependant repoussée au 13 février 2015 à la suite du changement d'acteur. Le 24 juillet 2014, la première bande-annonce est dévoilée sur YouTube et fait le buzz en termes d'audience. Il s'agit de la bande-annonce la plus vue de l'année 2014. Le film fait l'ouverture du Festival international du film de Berlin en février 2015. À un mois de la sortie du film, les préventes de billets en ligne ont atteint des records, ce qui laisse présager un éventuel succès en salle. Plus de 2 millions de réservations dans le monde, dont 200 000 rien qu'en France, à quelques jours de la sortie en salle. 5 jours après sa sortie en salle, le film atteint en France le chiffre de 1 700 000 entrées. Aux États-Unis, 50 nuances de Grey prend la première place du box-office durant les 2 premières semaines d'exploitation, avec 137 millions de dollars, dont un démarrage à 85 millions le week-end de sa sortie. En 12 semaines d'exploitation, le long métrage a rapporté 167 millions de recettes sur le territoire américain et 570 millions dans le monde, ce qui en fait un succès commercial au vu de son coût de production. En France, le film prend la tête du box-office la semaine de sortie, avec plus de 2 millions d'entrées. Il reste dans le top 20 hebdomadaire pendant 7 semaines, en ayant cumulé plus de 4 millions d'entrées. Finalement, 50 nuances de Grey totalise 4 millions d'entrées au cours de son exploitation en salle. À la sortie du film en France, des mesures inédites ont été prises pour contrôler la presse. Les journalistes n'étaient pas autorisés à publier de critiques sur le film avant 10 h du matin, mercredi 11 février 2015, décision de la production pour s'assurer un carton plein à quelques jours de la Saint-Valentin. En plus du grand renfort publicitaire opéré une semaine avant. Pourtant, certains journalistes et fans se sont invités à New York le vendredi précédant la sortie à une avant-première. Et avant même sa sortie, il est reproché le peu de fidélité envers le roman, le long-métrage ayant édulcoré les scènes érotiques à la description trop crue. Celle-ci occupe finalement une vingtaine de minutes sur les 2 heures du film, chose rare pour un film hollywoodien. E.L. James était là pour nous rappeler les fondamentaux du livre et surtout ce que les fans appréciaient dans le roman. Mais je n'ai jamais rien lâché sur ma propre liberté, dit la réalisatrice, ce qui confère au film des écarts par rapport au roman face au caractère d'Anastasia Steele. Elle a montré d'emblée cette capacité à se réapproprier le personnage et en faire une Anastasia assez différente de celle du livre, souligne la réalisatrice Sam Taylor Johnson. Au ton général du film plus léger, avec des notes d'humour, ou encore certaines scènes librement adaptées. Les aspects romans à l'eau de rose de l'œuvre originale ont été évités, même si l'esprit du roman est resté. Ces premiers avis n'ont pas empêché l'annonce de l'adaptation des 2 autres romans comme suite, 50 nuances plus sombres et 50 nuances plus claires, confirmées officiellement par la réalisatrice Sam Taylor Johnson et l'auteur E.L. James lors de la projection du film en avant-première à New York. Dans l'ensemble, le film reçoit un accueil mitigé. Le 1er juin 2015, E.L. James annonce sur sa page Twitter la sortie d'un 4e tome de la saga intitulé Grey. Ce livre raconte l'histoire du premier tome du point de vue du célèbre milliardaire. La version anglaise est sortie le 18 juin 2015, jour de l'anniversaire de Christian, initialement prévu le 10 septembre 2015 en France, anniversaire d'Anastasia Steele. La date a été avancée de 6 semaines après le vol du manuscrit, soit le 28 juillet 2015. En 2015 déjà, la sortie au cinéma du premier opus avait suscité une vague de protestations de la part d'associations et de groupes féministes qui pointaient du doigt la propension du film à rendre sexy une relation non consentie. En effet, pour séduire Anna, Christian se permet de la suivre, de s'imposer chez sa mère, de rentrer chez elle par effraction ou encore de la dominer par l'argent en lui achetant notamment une voiture contre son gré. Une insistance qui se veut justifiée par son amour pour elle, perpétuant l'idée par ailleurs largement répandue dans les films romantiques qu'un homme peut tout faire pour conquérir l'élu de son cœur, quand bien même cela sombre dans le harcèlement caractérisé. Bourreau mais aussi victime. C'est en tout cas ce que les films essayent de vendre aux spectateurs en justifiant le comportement odieux et la violence de Christian Grey par son enfance compliquée. La déviance de ce dernier est ainsi constamment renvoyée à son passé difficile, racine de son mal-être,
ce qui la rendrait acceptable. Or, rien jamais ne peut excuser une telle attitude. Il est malheureux d'avoir encore à le rappeler. Ma chronique se termine. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt. Nous remercions Alix pour sa rubrique toujours très passionnante. Nous arrivons à la conclusion. Nous retrouvons donc Axelle Collongeant. Je vous rappelle qu'elle a écrit un recueil poétique qui s'intitule « Femme totale ». Alors Axelle, nous te retrouvons donc pour la conclusion. À qui s'adresse ce recueil et où peut-on le trouver ? Alors, on peut trouver ce recueil partout, dans toutes les librairies, également sur Pluton Store de Dominique Lancastre, qui nous a fait confiance très rapidement. Pour celles et ceux qui sont à Paris, à la librairie Calypso et dans les FNAC également. Et puis, à qui s'adresse ce recueil? J'ai envie de dire, pas seulement qu'aux femmes. J'aimerais beaucoup que les hommes aussi, les hommes de Guadeloupe, de la Caraïbe, quels qu'ils soient, prennent le temps de lire ce recueil pour qu'ils puissent mieux comprendre ce à quoi aspirent les femmes caribéennes modernes. Merci beaucoup, Axelle. Ça a été vraiment un plaisir pour moi de te recevoir. Plaisir partagé largement. Je vous recommande vivement ce recueil « Femme totale » dans lequel vraiment on découvre qu'une femme n'est pas à mettre dans une case. Une femme a le droit de vivre toutes les vies qu'elle veut et toutes les vies qu'elle veut se permettre. Je vous remercie d'avoir suivi ce 27e numéro et je vous dis à très bientôt. Au revoir.